Bonjour à tous, c'est Elodie Dasfal. Aujourd'hui, nous abordons à nouveau le sujet de la fratrie à travers l'expérience de Marion qui a un frère autiste. Son vécu diffère de celui que nous avons eu sur un précédent podcast. Marion partage avec nous son parcours d'enfance, comment elle a appris à mieux se comprendre elle-même suite à ce parcours, et elle offre des conseils pour aider d'autres frères et sœurs confrontés à une situation similaire à vivre au mieux cette expérience. Marion, c'est à vous. Je m'appelle Marion. Je suis la grande sœur de Rémi, qui est donc un autiste sévère avec déficience intellectuelle. Il est aussi du coup non-verbal. Quand il était petit, c'était beaucoup du flapping. Il faisait beaucoup d'écolalie aussi. Et je pense qu'il exprimait aussi beaucoup l'amour qu'il avait pour nous. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'interprète. Il me serrait fort ou il me tirait les cheveux, comme si c'était quelque chose de conflictuel, mais on ressentait qu'il n'était pas forcément énervé. C'était comme si, voilà, il voulait exprimer quelque chose. Il faisait aussi beaucoup de crises quand il était petit. Certainement une frustration. Le non, il avait beaucoup de mal avec ça. Ou quelque chose qui aurait pu lui faire peur, par exemple un bruit qui aurait été hyper fort. Ou quelque chose auquel il se serait pas attendu pouvait en fait déclencher une crise. Les crises intervenaient à la fois à la maison, en public aussi, ce qui était très compliqué à gérer pour moi. J'avais très envie de donner une leçon aux personnes qui nous regardaient et qui ne comprenaient pas forcément ce qui se passait et qui jugeaient du coup. Voilà, donc les crises, ça veut dire quoi? Ça veut dire généralement ils nous tapaient en fait. Voilà, pareil, je pense que c'était plus dans la volonté d'une expression, d'une frustration, d'une colère, de quelque chose en tout cas qui était hyper fort et il le manifestait comme ça et en grandissant un peu, on sentait qu'il avait un peu des remords dans ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'après il revenait nous voir comme s'il voulait nous dire pardon en fait, il faisait un petit geste un peu de consolation, on va dire. Là, en grandissant, il prend un traitement médicamenteux qui l'a pas mal stabilisé au niveau des crises, il en fait quasiment plus. Ça peut arriver, je pense, quand il y a de grosses frustrations dans l'établissement où il est. Et il est toujours, du coup, non-verbal. Il sait se faire comprendre, bien sûr, pour les choses qui l'intéressent et qui sont primaires, on va dire, quand il a faim, quand il faut qu'il aille se doucher, quand il a envie d'aller se coucher. Après, il est tout à fait autonome. Alors, on ne dit pas que c'est parfait, mais il est tout à fait autonome dans l'hygiène. Bon, après, il y a des petits manquements parfois. Il est autonome aussi pour s'habiller. Il aime beaucoup faire de la cuisine, ou préparer en tout cas des petites choses à cuisiner, des gâteaux, couper des légumes, etc. Ce que je me souviens, je me souviens de rien. Clairement, de toute mon enfance, et c'est très bizarre, j'ai que des moments très spécifiques où j'étais en fait plus privilégiée, donc en fait des moments où il n'était pas là, je pense, parce que certainement ça devait être des moments qui étaient peut-être traumatiques pour un enfant en fait. Après, j'ai très peu de différence avec mon frère, on a 2 ans et demi, donc c'est pas beaucoup. J'ai retrouvé des vidéos depuis sa naissance. J'ai l'impression qu'au début, jusqu'à peut-être ses 2 ans, il avait un comportement que je pourrais qualifier de normal. En fait, pour moi, il réagissait comme un enfant neurotypique. Et je sais pas, en fait, il y a une espèce de switch entre ses 2 ans et ses 3 ans. On le voit clairement sur les vidéos. Il y a une vidéo où il est complètement amorphe, il ne répond plus du tout. Comme si on l'avait mis un coup sur la tête, en fait. C'était très bizarre. Comme s'il se refermait dans sa bulle. Il répond plus quand on le sollicite. Et après, il développe le flapping, les écholalies. Et après, voilà, ça s'est décliné comme ça. C'est pas que j'ai pas été vraiment moi-même, mais que j'ai voulu toujours faire plaisir ou être modèle pour mes parents et ma famille. Et que du coup, en fait, moi-même, j'ai voulu me faire entrer dans un moule qui ne me convenait pas. Je pense que c'était pour aider mes parents parce que j'ai jamais vraiment fait non plus de grosses conneries qu'on peut faire quand on est ado. Et j'étais toujours en train de me dire non, il faut pas que tu fasses ça parce qu'ils en ont déjà assez en fait. Donc ça a guidé toute ma vie d'être comme ça et ce qui a fait qu'au bout d'un moment, en fait, ça a explosé parce que le moule devenait soit trop petit, soit il était pas adapté et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit mais il y a un truc qui va pas quoi. J'avais carrément bloqué toutes mes émotions, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui pleure très facilement devant un film à l'eau de rose ou un truc, voilà. Et en fait, là, je n'arrivais plus à pleurer et je me suis dit, il y a vraiment un souci, quoi. Mon enfance, même si moi, je la considérais normale et non traumatique, parce que pour moi, ça avait toujours été comme ça,
J'ai appris qu'en fait, ce que j'avais vécu, ce n'était pas quelque chose qui était sécurisant pour un enfant. J'ai toujours été hyper, alors j'ai peut-être employé le mot virulente, mais envers les personnes qui n'acceptaient pas les personnes différentes. J'ai toujours été dans une sorte de, un petit peu une colère, une lutte pour que les personnes en fait s'éduquent et acceptent la différence de manière générale et pas forcément que sur le handicap en fait. Si on me posait la question, je disais voilà, j'ai un frère autiste. J'ai jamais caché ça. Après chacun fait comme il peut, mais j'ai jamais compris pourquoi on cachait ce genre de choses. Quand on faisait les petites fiches à la rentrée des classes, j'écrivais toujours que j'avais un frère autiste en fait. Je pense que ça fait partie en fait de moi, donc du coup j'avais pas à le cacher. Ça a été aussi une sorte de filtre justement pour les personnes qui n'acceptaient pas ce genre de différence, et même pour mon conjoint actuel, ça n'aurait pas été possible s'il ne l'acceptait pas en fait. Pour moi, c'est non négociable. Pour les frères et sœurs de personnes atteintes d'autisme, je dirais que il faut pas chercher à vouloir rendre son frère ou sa sœur entre guillemets normal. C'est mon avis, je sais que d'autres personnes font différemment, mais je crois pas qu'il faille forcément chercher à les inclure de force vraiment dans la société d'aujourd'hui. Je pense moi que ça serait trop douloureux pour eux. Par contre, d'être éduquer plutôt la société et l'entourage à accepter ces personnes, pas forcément les inclure pour qu'elles fassent des choses comme tout le monde, parce qu'il y a des choses qu'elles ne pourront jamais faire. Mais en tout cas, les accepter et les accueillir quand il y a des choses qu'elles peuvent faire avec d'autres personnes qui ne sont pas atteintes d'autisme. Et pour les parents, ne pas culpabiliser, en fait, accepter le fait que c'est comme ça, c'est juste que ça devait arriver et que c'est arrivé, et justement en profiter pour s'ouvrir à la différence et à une vision qui est différente de la vie. Et ne pas hésiter à se faire accompagner, pour le coup, par un psychologue ou par une autre forme de thérapie, mais en tout cas, la psychologie, ce qui est bien, c'est qu'on peut jauger ce qu'on dit et on peut y aller aussi en fonction de ce qu'on est capable de dire sur l'instant T et ce qu'on est capable de libérer. Voilà, ça, je pense que c'est hyper important parce que finalement, que ce soit pour les parents ou pour la fratrie, on n'aiguille jamais les personnes à leur dire n'hésitez pas si vous avez besoin de soutien, ou enfin voilà. Qu'est-ce que les parents pourraient faire pour les fratries non atteintes d'autisme? Il y a une chose, je pense, qu'ils pourraient dire, et peut-être répéter autant de fois qu'il y en a besoin, c'est de dire est-ce que ça va vraiment, et s'il y a des choses qui te posent problème au niveau émotionnel ou autre, tu peux te faire aider. Enfin, c'est pas forcément donner ce rôle-là aux parents parce qu'ils ont déjà beaucoup à gérer, et généralement, eux ne consultent pas pour avoir ce soutien-là. Laisser cette place et cette sécurité au développement émotionnel, en fait. Je pense que c'est ça le plus important, et de leur dire qu'ils ont leur place et qu'il y a la place pour leurs émotions, et que s'il y a besoin, ils peuvent tout à fait se faire accompagner. Merci Marion pour votre témoignage. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contact de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans un mois. À très vite.